Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alain Soral qui a pris le temps de s'exprimer sur l'affaire Epstein. Il a été interrogé sur alainsoral.com et il va nous donner son avis. C'est vrai que beaucoup de gens disent que quelque part l'affaire Epstein serait une victoire non seulement d'Alain Soral et de Diodo, parce que cela fait des années qu'ils nous avertissent sur des pratiques d'une certaine communauté. Ils ont souvent été moqués, traités de tous les noms, et beaucoup de gens dans notre milieu n'ont plus voulu, bien sûr, apparaître à leur côté. Aujourd'hui, faut être honnête, qu'on aime ou pas ces hommes, qu'on aime ou pas Alain Soral, et croyez-moi, s'il y a bien une personne qui doit avoir quelque chose contre Alain Soral, c'est moi, parce que il m'a attaqué indirectement, enfin même plutôt directement, la chaîne, ce qui a causé de gros problèmes, notamment la censure que je subis, je lui dois en grande partie, mais je suis quelqu'un de juste et d'impartial, en tout cas j'essaye de l'être au maximum, et même s'il y a des gens que j'apprécie pas plus que ça, ou avec lesquels je n'ai pas les mêmes idées, mais je peux partager le même point de vue, ou alors le même combat. Par exemple, je vais vous citer Carl Zero. Carl Zero, il n'est pas du même camp politique que le nôtre. Par contre, il combat une cause qui est la mienne, alors cela ne me dérange pas du tout de partager ses propos, bien au contraire, et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Mais juste avant, bien sûr, d'écouter Alain Soral, comme d'habitude, vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, j'ai besoin de votre soutien, et ça, vous le savez déjà. Merci, bien sûr, pour tous vos commentaires, et merci à tous les donateurs. On écoute Alain Soral et on en parle juste après. Une question de Fatih Alain qui vous demande qu'est-ce que ça vous fait Alain d'avoir eu encore raison avec l'affaire Epstein pour rebondir sur fait et documents. C'est gentil. Oui, bah, on avait sorti déjà une grosse émission où d'ailleurs à l'époque il y avait encore Poussard, qui remonte à 2019 avec c'est Jovanovic qui m'a rappelé qu'on l'avait faite. Oui, oui, bah, quand on cherchait un peu, on voyait bien que ce qu'était l'affaire Epstein. Alors là, déjà, je vois que quelqu'un me fait remarquer que Rochdy minimise l'affaire. Il faut être honnête, Rochdy est sur la même ligne, d'ailleurs, il le fait peut-être exprès que Nick Fuentes sur le sujet. C'est-à-dire, pour l'instant, on nous montre quand même des adultes de la jet set internationale baiser des jeunes filles, des jeunes femmes. Mais moi, ce que j'aimerais voir, si je pense que c'est une entreprise de chantage mondial, pour faire chanter des puissants, je pense qu'il faut quand même autre chose que de les mettre, que de les exhiber en train d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes filles ou des jeunes femmes, parce que la majorité sexuelle, c'est 15 ans. On a le couple Macron quand même qui nous montre que ça peut même être aujourd'hui acceptable au plus haut niveau. Je pense que pour qu'on puisse faire chanter les puissants, il faut autre chose. Et pour l'instant, je n'ai pas vu le reste. Alors je suis bodor qu'il y a forcément bien pire. Et quand je pense à bien pire, c'est du viol d'enfants, du sacrifice d'enfants. Et quand je dis enfants, on tombe dans des âges où toute sexualité est impardonnable, c'est-à-dire la prépuberté, la petite enfance, etc. Et ça, je reconnais, si je vais être honnête, que pour l'instant, on n'a pas. On n'a pas vraiment. Alors si je me trompe et qu'il y a, n'hésitez pas à transmettre. Mais pour l'instant, on voit en fait ce qu'on sait exister pas de tout temps, mais que les élites ont droit à des privilèges sexuels qui consistent plus ou moins dans des cénacles un peu discrets, à consommer sexuellement de la jeune femme. Donc c'est pas exceptionnel encore. C'est pas exceptionnel. Par contre, le marqueur qui est absolument incontournable, c'est la dimension juive de la chose. C'est surtout ça. Comme j'ai pris deux condamnations dans la vie pour dire que tout est juif dans le 11 septembre et que tout est juif dans l'opération Covid, tout est juif dans l'affaire Epstein. Voilà, ça c'est au moins ça. Et puis on voit surtout des propos d'un racisme anti-goy, puisqu'il va falloir oser à un moment donné aborder la question du racisme juif, quoi, hein, parce que c'est ça le non-dit et l'occulté de l'époque grâce à l'ombre porteuse de la Shoah. C'est qu'en réalité, il y a un vrai problème aujourd'hui dans le monde contemporain, qui a été révélé totalement d'ailleurs par Gaza, c'est qu'on vit sous l'ère du racisme juif, quoi, du suprémacisme juif, qui est un racialisme, et que depuis 1945 et le procès de Nuremberg, qui a disqualifié totalement le racialisme suprémaciste allemand, c'est-à-dire nazi, et qui a institué, c'est toute l'idéologie de l'époque moderne que le racisme était quelque chose d'interdit. On a une communauté qui pratique, en tant que communauté organisée en tout cas, le racisme en contrebande qui s'appelle la notion de peuple élu. Et c'est ça ce qui est très visible dans l'affaire Epstein, c'est des échanges entre juifs qui disent bien qui ils sont, pour qui ils nous prennent, nous les goïms, etc., etc. Et ça, à mon avis,
c'est presque le scandale le plus important. Après, le reste, j'attends de voir, j'attends de voir. Donc, je peux même pas donner vraiment tort à Rochdy qui fait du Fuentes. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que je sais pas ce qu'a dit Fuentes en dehors de ça, mais c'est que j'aimerais que Rochdy, qui parle aujourd'hui des Blancs, fasse remarquer quand même qu'il y a quand même deux catégories de Blancs bien distinctes, avec certains Blancs qui prennent des autres Blancs pour des sous-Blancs. Voilà, c'est ça quand même qui est très incontournable, voilà, dans l'affaire Epstein. What is not in the files? You don't see a smoking gun. What is not in the files? The ball thing, some of these edited photographs, misleading stuff. You know what is in the files? Repeatedly and overtly and constantly? Epstein is always talking about Jews and Goyim. It comes up over and over again. Goyim are ridiculous. Is it going to be all Jews at the party? No, Goyim in abundance, but it's okay. It's smart Goyim. Jews are smart. They move money. Goyim toil with their hands. Goyim are made to serve. This is what is in the files. Oui, merci beaucoup, Alain. Il y a FFI, enfin c'est imprononçable comme nom, vous m'excuserez, Alain, qui demande peut-on comparer Epstein au marquis de Sade? Absolument Qui avait pas. lu le marquis de Sade? Absolument pas. Le marquis de Sade est un écrivain essentiellement qui a passé pratiquement toute sa vie en prison pour justement des faits de délinquance sexuelle qui étaient assez mineurs en réalité, et son prestige international, c'est pas ses pratiques illicites sexuelles. Parce que, au contraire, c'est qu'en fait, il les a essentiellement fantasmés. Il les a revendiqués comme actes politiques. Il ne faut pas oublier, moi j'ai lu l'intégralité de l'œuvre du marquis de Sade. Ça se prétend être des écrits moraux subversifs, c'est-à-dire qui remet en cause la relativité de la morale et avec effectivement un immoralisme militant. C'est un immoralisme militant qui d'ailleurs n'a pas été à la mode par hasard dans les années 60-70. Ça a été ramené par la gauche, en fait, le marquis de Sade, qui était très peu lu, comme un penseur, je dirais, transgressif, libertaire, un penseur de la libido débridée. C'est-à-dire que ça n'aurait pas pu exister sans, je dirais, un certain freudisme, une certaine idéologie de la pulsion et une certaine mise en avant de la sexualité comme potentiel révolutionnaire. Hein. Il faut se rappeler que le marquis de Sade n'est pas un auteur pornographique. C'est plus que ça. Hein. Et alors qu'Epstein, ça n'a rien à voir. Epstein, c'est une opération collective. Hein, donc on n'est pas chez un individu en prison, une opération collective financée par on va dire ce qu'on appelle le méga groupe, les plus riches hommes d'affaires américains juifs, qui financent ce bonhomme en prétendant d'ailleurs qu'ils l'ont engagé puis qu'ils se sont fait escroquer, mais ils ne le poursuivent pas parce qu'il est sympathique. Donc on voit bien qu'en fait ce méga groupe finance Epstein pour monter un système de chantage basé sur des bordels. Il y en a trois principaux, on le sait, dont le plus symbolique est la fameuse île aux esclaves, avec cette espèce de monument, ce monument juif, hein, rayé bleu et blanc avec du doré, là, et on dirait un petit temple. Et donc là, on est dans une opération qui amène au Mossad, hein, et à une opération de chantage par des manipulations sexuelles filmées, dans le but de faire obéir les élites mondiales du monde politique, des affaires principalement, à une chaîne de manipulation qui amène au sommet via le Mossad à l'État d'Israël. Donc là, on est très très loin du marquis de Sade. N'oubliez pas qu'à la base, Jeffrey Epstein, c'est un prof de maths à l'université. Et ce mec-là finit avec une fortune. Alors, certains disent 400, 500, 600 millions de dollars, sincèrement, on n'est plus à 100 millions de dollars près, bref, avec une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars. Comment se fait-il? Pourquoi lui? Pourquoi a-t-il été repéré? Avait-il certaines dispositions, une certaine intelligence, ou alors avait-il des vices qui ont été par la suite exploités? C'est compliqué à savoir, il y a encore des choses qu'on ne sait pas sur lui, et peut-être que dans le reste des documents qu'il reste à déclassifier, peut-être qu'il y a la vérité sur Jeffrey Epstein. Comment il en est devenu à être un agent du Mossad et à être capable de mettre un tel service et un tel réseau pour la corruption des élites quasiment mondiales. Parce que dans les documents qui ont été déclassifiés, on a aussi des élites arabes dans les documents. Donc il n'y a pas que des élites occidentales qui se sont fait bien sûr
piégé par le réseau Epstein. Et puis, comment a-t-il fait pour acheter une île, avoir un avion, des bateaux? Enfin, ses moyens financiers étaient totalement colossaux. Et même encore aujourd'hui, on a du mal à savoir d'où il tirait tout cet argent, bien sûr. C'est vrai qu'on a très envie de parler du Mossad, mais n'oublions pas la CIA et puis n'oublions pas aussi les autres services. En France, nous avons appris aujourd'hui que les Français avaient déjà depuis 6 ans les emails, tous les documents de Jeffrey Epstein. Donc la DGSE devait bien être au courant qu'une partie des élites françaises trempait dans les magouilles et dans le réseau pédophile de Jeffrey Epstein. Et je ne peux pas croire que d'autres agences de renseignement de d'autres pays n'étaient pas au courant à l'ère numérique où il est extrêmement facile de tout savoir sur quelqu'un. Surtout, et il y a une chose aussi qu'on a oublié de dire, c'est que tous les documents qui ont été déclassifiés de Jeffrey Epstein n'ont pas été envoyés par des boîtes mail sécurisées, c'est envoyé avec une adresse Gmail, la même que la plupart d'entre vous utilisez. C'est-à-dire que ces gens-là, pour discuter de choses atroces, ne se cachaient même pas. Et là, aujourd'hui, on va me dire que les services de renseignement ne sont pas capables de pirater l'adresse mail de Monsieur Tout-le-Monde. Donc effectivement, je pense que non seulement c'est une opération Mossad plus CIA, mais que d'autres services ont fermé les yeux. Pourquoi? Dans quel intérêt? C'est bien sûr toutes les zones d'ombre qui nous restent à savoir et peut-être qu'on aura un jour toutes les réponses. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est extrêmement important et je compte sur vous. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.